On a tous connu ça, hein. C'est l'hiver, on est bien au chaud à la maison, et en passant près d'une fenêtre, on sent ce petit courant d'air glacial. Hmm. Ce filet de froid qui nous fait frissonner. Et là, la question arrive tout de suite. Est-ce que mes fenêtres sont encore performantes? Est-ce qu'elles sont encore conformes? C'est la question qui revient chaque hiver, c'est vrai. Surtout quand on reçoit la facture de chauffage. On se demande toujours d'où vient cette déperdition de chaleur et les fenêtres sont souvent les premières suspectes. Précisément. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se penche sur un sujet très concret. Les normes thermiques suisses pour le remplacement des fenêtres. L'objectif, c'est de clarifier un peu cette jungle de règles, de comprendre les exigences et de voir comment on peut commencer à évaluer ses propres installations. D'accord. Pour ça, notre analyse s'appuie sur un guide technique, un guide assez complet qui s'intitule Normes thermiques suisses pour le remplacement de fenêtres. C'est un document qui peut paraître un peu intimidant au premier abord, c'est vrai, mais c'est une mine d'or d'informations pratiques une fois qu'on en extrait la substance. Absolument. Notre mission, c'est donc de faire ça ensemble. On va décortiquer ces informations pour comprendre 3 points essentiels. D'abord, quelles sont les vraies obligations légales en Suisse? Hmm. Ensuite, comment l'âge et le type d'une fenêtre influencent sa performance. Et surtout, la partie qui m'intéresse le plus, comment faire un premier diagnostic simple chez soi, sans avoir à appeler un expert. Alors, commençons par le début, la loi. Et là, d'entrée de jeu, il y a une précision fondamentale que le guide met en avant et qui surprend beaucoup de monde en fait. Ah oui, Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'existe en Suisse aucune obligation générale de remplacer ces vieilles fenêtres. Personne ne va venir frapper à votre porte pour vous dire que vos fenêtres des années 70 sont illégales. attendez, ça c'est un point crucial. Donc, si je comprends bien, mon voisin peut légalement continuer à chauffer la rue avec ses fenêtres à simple vitrage, et personne ne peut rien lui dire. En substance, oui, tant qu'il ne décide pas de les rénover. Ah, et c'est là toute la nuance. Le guide est très clair là-dessus. La réglementation, elle ne s'applique qu'au moment où l'on décide d'effectuer un remplacement. C'est l'acte de rénover qui déclenche l'obligation de se conformer aux normes actuelles. La loi est donc réactive, pas proactive. C'est un peu un piège, non? On n'est pas forcé, mais si on se lance, on doit le faire parfaitement selon les règles d'aujourd'hui. Et dans ces règles, on entend parler de triple vitrage, de gaz argon. Mais les documents insistent surtout sur une valeur clé, un peu mystérieuse, la valeur UW. Est-ce que ça veut dire qu'on peut avoir un vitrage incroyable, mais que tout soit gâché par un mauvais cadre? C'est exactement ça. Vous mettez le doigt sur un point essentiel. La valeur UW, elle mesure la performance thermique de la fenêtre dans son ensemble. Le W, c'est pour window en anglais. D'accord. Ça inclut le vitrage, bien sûr, mais aussi le cadre et même les joints. C'est le coefficient de transmission thermique global. On le mesure en watts mètre carré Kelvin. Watts par mètre carré Kelvin. Ça paraît un peu barbare comme unité de mesure. Oui, mais imaginez que c'est un indice de fuite. Ça vous dit combien de watts, donc d'énergie, s'échappe à travers chaque mètre carré de votre fenêtre pour chaque degré de différence entre l'intérieur et l'extérieur. D'accord. L'objectif est donc d'avoir l'indice de fuite le plus bas possible. Et les textes de référence sont formels. Les nouvelles fenêtres installées aujourd'hui doivent généralement atteindre une valeur UW située entre 1 et 1,3 WM carré K. Pour simplifier, plus le chiffre est petit, meilleure est l'isolation. Donc petit, c'est bon. Si je vois une offre pour une fenêtre avec un UW de 0,8, c'est excellent. Si c'est 1,5, c'est déjà insuffisant pour une nouvelle installation. Ça permet de comparer. Et ça met en perspective l'évolution technologique. Le guide classe d'ailleurs les fenêtres par époque, et c'est assez frappant. Commençons par la préhistoire, avant 1990. Alors là, on parle de fenêtres qui sont, d'un point de vue énergétique, des antiquités. C'était l'ère du simple vitrage ou des tout premiers doubles vitrages qui n'avaient aucune technologie d'isolation particulière. Le guide les décrit comme ayant des pertes thermiques massives. Et ce qui est frappant, c'est que la différence de performance est telle, on estime que remplacer une seule vieille fenêtre de ce type Oui, hein. équivaut, en termes de déperdition de chaleur, à boucher un trou de la taille d'une brique dans votre mur. De la taille d'une brique. C'est une image incroyablement parlante. Ce n'est pas juste un petit courant d'air, c'est une véritable hémorragie énergétique permanente. Exactement. Donc pour ces fenêtres, il n'y a aucun débat. En cas de remplacement, elles sont à des années-lumière des exigences actuelles. Puis vient la période que j'appellerais l'entre-deux, de 1990 à 2010 environ. Beaucoup de logements sont équipés de ces fenêtres.
On a vu arriver le double vitrage à couche basse émissivité. C'était un grand progrès à l'époque. Un progrès immense, oui. Cette fine couche métallique invisible sur une des faces internes du vitrage a révolutionné l'isolation en empêchant la chaleur de s'échapper par rayonnement. Le problème, c'est que la technologie a continué d'évoluer à une vitesse folle. Et donc, Et le guide souligne que même ces fenêtres, qui semblaient modernes il y a 20 ans, ne satisfont plus dans la majorité des cas aux normes actuelles si on devait les remplacer aujourd'hui. Elles sont dans cette zone grise, légale tant qu'on n'y touche pas, mais obsolète pour un projet de rénovation. et enfin, la période récente, après 2015. Là, on est dans le monde du triple vitrage, des cadres ultra performants. Oui, là le guide est beaucoup plus optimiste pour cette génération. La plupart de ces fenêtres respectent déjà les standards actuels. On a des valeurs UW qui sont souvent autour de 1,0 Wm² Kelvin, voire en dessous. En moins de 30 ans, on a divisé par 3 ou 4 les pertes de chaleur par les fenêtres. C'est un bond technologique aussi important que le passage du téléphone à cadran au smartphone. Ok, donc on a une norme claire, le UW. Et on sait que la technologie a beaucoup évolué. On pourrait penser que c'est simple. Mais alors je lis dans le guide que tout ça dépend en fait de mon code postal. C'est le moment où on sort l'aspirine, hein. C'est le fameux fédéralisme suisse qui entre en jeu. Il n'y a pas une loi fédérale unique et rigide pour l'énergie dans les bâtiments. Pour harmoniser les pratiques, il existe un document de base, le MOPEC 2014. C'est le modèle de prescription énergétique des cantons. D'accord, un modèle. Oui, c'est un socle commun, une sorte de menu à partir duquel chaque canton va composer sa propre carte. Et visiblement, les recettes varient pas mal d'un canton à l'autre. Le guide donne des exemples très concrets. Oui, et c'est une excellente illustration de cette diversité. Si on prend les cantons de Vaud ou du Valais, par exemple, le guide indique qu'ils appliquent le MOPEC 2014 de manière assez directe. C'est la ligne de base, le standard. Ok. Mais si on se déplace à Genève, la philosophie change. Comment ça? Genève a une approche plus systémique. Pour les bâtiments qui sont de véritables gouffres énergétiques, les passoires thermiques, comme on les appelle, ceux avec un indice de dépense de chaleur très élevé, le canton peut exiger plus. Plus, c'est-à-dire? Le remplacement des fenêtres doit alors s'inscrire dans un assainissement énergétique global du bâtiment. Et donc à Genève, on ne peut pas juste mettre un pansement sur une jambe de bois. Si on touche aux fenêtres, on doit peut-être aussi s'occuper de l'isolation de la façade ou du toit. C'est l'idée. On passe d'une logique d'éléments à une logique de bâtiment. Et puis, à l'opposé, il y a des cantons qui introduisent plus de flexibilité. C'est le cas de Fribourg et Neuchâtel, d'après les textes. Ah, Là-bas, il existe une notion de compensation. une approche plus souple. On peut avoir un joker sur les fenêtres si on met le paquet ailleurs. C'est exactement ça. Sous certaines conditions, on pourrait installer des fenêtres un peu moins performantes que le standard le plus élevé, à condition de surisoler les murs, par exemple. C'est une approche qui laisse plus de marge de manœuvre. D'accord. Et d'autres cantons encore permettent de valider cette performance globale via un calcul énergétique officiel, comme le CECB, le certificat énergétique cantonal des bâtiments. C'est un véritable labyrinthe réglementaire? Ça peut l'être. Et c'est pourquoi le guide martèle un conseil qui est sans doute le plus important de toute notre discussion. Lequel? La seule source d'information fiable et définitive, c'est le service cantonal de l'énergie. Il faut absolument les contacter ou consulter leur site avant même de demander des devis. C'est la meilleure manière d'éviter les mauvaises surprises. C'est noté. Ne jamais présumer, toujours vérifier auprès de son canton. Bon, la théorie et les différences cantonales, c'est plus clair. Mais ramenons ça à la maison. Je suis dans mon salon, devant ma fenêtre. Concrètement, sans appeler un expert, qu'est-ce que je peux faire là tout de suite? Le guide propose 3 tests très simples. Oui, ce sont des tests de bon sens, mais qui sont redoutablement efficaces pour un premier diagnostic. Le premier, le plus simple, concerne l'étanchéité à l'air. Par une journée froide et un peu venteuse, on passe lentement la main le long des joints, là où la partie mobile de la fenêtre rencontre le cadre fixe. C'est le test de la flamme de bougie qui vacille en fait. Exactement. Si on sent un courant d'air même léger, c'est un très mauvais signe. Une fenêtre peut avoir le meilleur vitrage du monde. Si de l'air froid s'infiltre par les joints, sa performance thermique s'effondre. C'est comme avoir un manteau de ski ultra performant, mais avec la fermeture éclair grande ouverte. Voilà. Ce défaut est d'ailleurs en contradiction avec la norme SIA 180, qui est la bible de l'étanchéité des bâtiments en Suisse. Logique. Deuxième test, le cadre. Oui, le châssis. Ce test est particulièrement révélateur pour les anciens cadres en aluminium. En plein hiver, il suffit de toucher le cadre depuis l'intérieur de la maison. S'il est très froid, presque glacial, au point que de la condensation se forme dessus,
Ah, je vois exactement de quoi vous parlez. Le cadre qui pleure en hiver et qui laisse des petites flaques sur le rebord. Je pensais que c'était un problème d'humidité dans la pièce. Beaucoup de gens le pensent, mais c'est souvent le signe d'un cadre sans rupture de pont thermique. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il n'y a aucun élément isolant à l'intérieur du profilé en métal. Le froid de l'extérieur est conduit directement à l'intérieur. C'est un pont direct pour que le froid entre et que la chaleur sorte. Le guide est formel. Un cadre comme celui-là n'est plus du tout aux normes actuelles. Et on arrive au troisième test, celui du vitrage. Et là, en lisant le guide, j'ai découvert un détail vraiment malin. C'est un de mes préférés. Ce qui est fascinant ici, c'est ce petit détail qui révèle énormément de choses. Il faut se pencher et regarder de très près la petite baguette, souvent métallique ou en plastique, qui sépare les 2 ou 3 vitres. C'est ce qu'on appelle l'espaceur. D'accord. Très souvent, il y a des informations imprimées ou gravées en tout petit dessus. Attendez, c'est incroyable. Vous voulez dire que la carte d'identité de ma fenêtre est gravée en minuscule sur la fenêtre elle-même et que je ne l'ai peut-être jamais vue? Je vais vérifier dès que je rentre, c'est sûr. Faites-le, c'est très instructif. On peut y trouver la date de fabrication, ce qui permet déjà de la situer dans les époques qu'on a décrites, mais surtout, on peut parfois y trouver une valeur cruciale, la valeur UG. UG? Oui, le UG est pour glace, le verre. C'est le coefficient de performance thermique du vitrage seul, sans le cadre. Et en quoi ce chiffre nous aide? Le guide nous donne une règle simple et imparable. Si cette valeur UG est supérieure à 1,1 Wm², Kelvin, il est mathématiquement quasi impossible que la fenêtre entière, avec sa valeur UV globale, puisse atteindre les exigences actuelles qui tournent autour de 1,0. C'est logique. Si une partie de l'ensemble, le verre, est déjà moins performante que l'objectif global, le match est perdu d'avance pour la fenêtre entière. C'est impossible, oui. Parce que le cadre aura toujours par nature une performance un peu moins bonne que le centre du vitrage. Donc ce chiffre UG, s'il est visible, est un indicateur quasi définitif. Si vous lisez UG égale 1,6 ou, pire, UG égale 2,8 comme sur les anciens doubles vitrages, vous savez immédiatement que votre fenêtre est obsolète selon les standards actuels de rénovation. Ok, si on récapitule pour être sûr d'avoir tout saisi, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Premier point, et c'est rassurant, on n'est pas hors la loi si on a des vieilles fenêtres. L'obligation de se conformer aux normes n'intervient que si on décide de les remplacer. Deuxièmement, si on remplace, là il n'y a pas d'échappatoire. Les nouvelles fenêtres doivent être très performantes. L'indicateur à surveiller, c'est cette fameuse valeur UW, la plus basse possible, généralement autour de 1,0. C'est ça. Troisième point, le diable est dans les détails cantonaux. La règle de base peut varier. Donc le réflexe absolu, avant de signer le moindre devis, contacter le service de l'énergie de son canton. Et enfin, on n'est pas complètement démuni. Ces 3 tests simples, le courant d'air, la température du cadre et l'inspection de l'espaceur, peuvent nous donner une excellente première indication. Ça aide à savoir s'il est temps de se pencher plus sérieusement sur la question. C'est un premier tri très efficace. Et c'est intéressant parce que toute notre discussion, guidée par les sources, se concentre sur l'obligation légale, sur ce qu'on doit faire quand on remplace. C'est le but de ce genre de guide technique, en effet. Oui, mais cela ouvre une question plus large, une question stratégique pour les propriétaires qui va au-delà des textes, au-delà de la loi. Quel est le véritable point de bascule économique et écologique pour remplacer proactivement des fenêtres qui sont juste passables? Je pense à ces fenêtres des années 90 ou 2000. Elles ne sont pas des passoires totales, mais elles sont loin des standards actuels. À partir de quand l'investissement dans des fenêtres neuves devient-il vraiment rentable? Rentable comment? Pas seulement en termes de conformité légale, mais en termes d'économie d'énergie réelle sur les factures et de gains tangibles en confort de vie, même en l'absence de toute contrainte. C'est ça la vraie question à se poser.